Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Mm. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour la présentation du bulletin astronomique pour la période du 25 mars au 2 avril 2024, la troisième phase de la troisième lune d'hiver nord, été, sud encore. Et oui, nous allons en reparler. Bonjour Christophe, je suis ravi que tu sois avec moi pour cette présentation. Bonjour. Voilà, on salue tout le monde. Et puis, ben, nous allons voir ce qu'il y a à voir dans le ciel cette semaine et savoir ce que nous ne pourrons pas voir. Alors, si le ciel est dégagé, ben, on va voir la pleine lune. Alors, on enregistre déjà, la pleine lune est passée. C'était donc le 25 C'est mars. aujourd'hui? Aujourd'hui, 25 mars, mais c'était à 5 heures du matin, à 5 heures, non, à 8 heures, pardon. À 8 heures du matin, avec Ah, l'éclipse mm. pénombrale de lune qui, pour nous, circulait. Il n'y a rien à voir puisque ça se passait au lever du jour. La lune entrait dans la pénombre, dans le cône de pénombre créé par la Terre, au lever du soleil, juste un petit peu avant. Donc, il n'y avait pas de choses à voir, en fait, par chez nous. Mais voilà, en revanche, il va y avoir une éclipse. Donc, les éclipses de lune ont toujours lieu au moment de la pleine lune et elles sont suivies ou précédées à la nouvelle lune précédente ou suivante d'une éclipse de soleil. Donc là, l'éclipse de soleil, elle aura lieu le 8 avril. C'est une éclipse totale qui traverse, en fait, qui part du milieu du Pacifique, touche la côte mexicaine, remonte les États-Unis en passant sur Dallas et remonte jusqu'à Montréal, et finit sur Terre-Neuve, enfin la dernière terre traversée par le parcours de l'éclipse, c'est Terre-Neuve, et ça finit au milieu de l'Atlantique. Donc elle fait couler beaucoup d'encre, cette éclipse, parce qu'elle traverse les États-Unis. Ils ont pris des mesures extraordinaires, enfin, donc, la troisième phase de la troisième lune d'hiver nord était sud, puisque la nouvelle lune de cette lunaison a démarré, on était encore en hiver. Et depuis le 20 mars, donc l'équinoxe, nous sommes au printemps pour l'hémisphère nord, donc automne pour l'hémisphère sud. Et donc jusqu'au 8 avril, on est encore en lunaison d'hiver et on a bien vu au niveau de la météo quelques velléités printanières, mais on a des petits coups de froid, ce n'est pas très étonnant. Oui. Tu voulais dire quelque chose, Christophe? Non, non, mais je réfléchissais à ce que tu me disais, mais est-ce qu'il faut donner une prime au froid si la lunaison, si la lune est encore en hiver? Ah ben ça, C'est ça que oui, je me posais comme question. oui, C'est la nouvelle. justement, à mon Bah avis, oui, c'est un facteur essentiel qui fait que les saisons oui, sont oui. avancées ou retardées. On dit, ah, le Mais printemps est en voilà. retard. Bah oui, le printemps est en retard. Il y a une année, là, Sauf que, sauf que, sauf que la pleine lune, la nouvelle lune 8, je ne sais pas si elle est très chaude. J'ai des doutes. ah ben ça, on regardera ça tout à l'heure, si tu veux. C'est possible. C'est Ouais, possible, ouais. comme on a eu un hiver franchement pas froid. Et puis, bien entendu, tout en revenir sur les manipulations du climat qui nous bousillent tout. Mais bon, on peut essayer de suivre la trame naturelle quand même, justement, pour avoir de meilleurs repères. C'est sûr que quand il y a des velléités de chaud, il fait tout de suite beaucoup trop chaud, mais suffit de lever les yeux et de regarder ce qu'on a au-dessus de la tête comme voile qui fait serre, en fait, qui fait directement effet de serre. Donc, c'est normal, on se retrouve dans une serre. Hein, il y a des tas de chlorures, divers sulfates et chlorures d'aluminium, de barium, qui sont dans l'air et qui absorbent la vapeur d'eau, l'humidité qui est au sol et qui donc font jouer le facteur numéro un de l'effet de serre sur la Terre, c'est la vapeur d'eau. Et donc, on a trop chaud, en plus c'est lourd. Mais bref, nous allons parler surtout de la Lune et du ciel et des phénomènes astronomiques. Donc, ça commence avec la pleine Lune. Je vous propose qu'on partage Stellarium dans un premier temps. On va regarder ce qu'il y a à voir et après, on regardera la suite avec l'affiche où on alternera un petit peu avec les deux. Donc, partage d'écran, c'est parti, les amis. Partager Stellarium. Bon, bah, ça veut bloquer, ça bloque sur l'affiche. Alors, bon, je reste un peu sur l'affiche alors. Du coup, je vous montre l'affiche en premier. Bon, alors, comme ça, on a tout qui est bien précis. Donc,
la pleine lune le 25 mars, lundi 25 mars à 8 heures à notre montre. Au dernier quartier, le 2 avril à 5h14, nous serons passés à l'heure d'été, donc nous aurons 2 heures d'avance sur le soleil, car dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31, nous passons à l'heure d'été, donc à 2 heures du matin le dimanche, il est déjà 3 heures. Et voilà, donc on a mangé 1 heure qu'on récupérera le dernier week-end d'octobre. Voilà, depuis 1976, on est soumis à ce régime qui n'est pas très sain. Mais bon, on pourra en reparler aussi dans les commentaires astrologiques. Donc la pleine lune a lieu à 8 heures du matin et donne lieu à une éclipse pénombrale de lune, donc pour qui c'est encore la nuit, donc à nouveau l'Atlantique, l'Amérique, etc. Et ils auront pu assister mieux que nous à cette éclipse pénombrale qui n'est pas particulièrement spectaculaire puisqu'elle n'est que pénombrale. Mais enfin, pénombrale, ça veut dire, je rappelle, alors je n'ai pas prévu de petit schéma là, bon, il y en aura. Nous avons donc, puisque c'est la pleine lune, nous avons soleil, terre, lune. La lune est de l'autre côté de la terre par rapport au soleil. Donc le soleil l'éclaire, sauf si la terre est pile dans l'axe devant. C'est-à-dire que la lune peut être au-dessus ou au-dessous, mais dans ce cas-là, elle est proche d'un de ses nœuds, en l'occurrence le nœud descendant auquel elle passe le 26 à 5h06, donc 21 heures après la pleine lune, ce qui fait qu'elle ne passe que dans la pénombre. Elle racle, enfin, elle passe complètement quand même dans la pénombre. Plus l'heure de la pleine lune ou de la nouvelle lune, que si c'est une éclipse de soleil, est proche de l'heure du passage au nœud, plus l'éclipse a des chances d'être centrale. Bon, alors donc, il y a la pleine lune, la lune qui passe à son nœud descendant. Donc elle descend en latitude, elle passe en latitude sud, elle descend également en déclinaison. Donc nous allons la voir dans le ciel de nuit en nuit, puisque au jour de la pleine lune, elle se lève au coucher du soleil, et puis les jours suivants, elle se lève de plus en plus tard en début de nuit, en première moitié de nuit, pour arriver au dernier quartier où elle se lève à la minuit, au milieu de la nuit. Je dis toujours la minuit, puisque ça tombe à peu près à 2 heures du matin, puisque le midi tombe à peu près à 2 heures de l'après-midi. Nous avons midi à 14 heures. Vive la France. On n'est pas aidé. Alors, donc elle descend également en déclinaison, puisque plus ça va ces temps-ci, plus c'est corrélé, sa latitude et sa déclinaison, ce qui lui fait atteindre des déclinaisons de plus en plus extrêmes. Donc voilà, excusez-nous, nous avons été coupés et je reprends de suite. J'étais en train d'expliquer la lune qui se levait de soir en soir, de plus en plus tard en première moitié de nuit, après la pleine lune, et donc qui va nous dégager le ciel en début de nuit pour voir les étoiles et les planètes. Comme planète du soir, c'est la dernière semaine pour voir Mercure. Et Mercure nous a offert sa meilleure fenêtre de visibilité dans le ciel du soir, là depuis mi-mars jusqu'à ces tout premiers jours d'avril, puisqu'elle va être ensuite très vite conjointe au Soleil pour la nouvelle Mercure qui a lieu pour donc conjonction inférieure le 11 avril, si je ne m'abuse. Alors, cette semaine, j'expliquais que la Lune allait culminer, donc elle va se lever de plus en plus tard en première moitié de nuit et donc culminer de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit. Et à chaque jour, sa culmination, elle est plus basse, hein, plus basse, plus basse, plus basse. Ces derniers temps, la semaine passée, vous avez pu voir la Lune dans le ciel super haute, hein, et quand elle passait au sud, elle était super haute. Et là maintenant, elle Oui, elle était descend. très haute, oui. Toute la semaine Oui, déjà, elle oui. a descendu. Et là, elle va encore descendre. Donc, vous verrez la Lune de plus en plus bas. Elle atteint sa déclinaison minimale le 1er avril. Donc, voilà, à ma latitude, elle culmine qu'à 16-17 degrés en ce moment, avec sa déclinaison de 28 degrés sud. Et ça la met à 16-17 degrés au plus haut de sa course, donc à sa culmination, euh, quand elle est à sa déclinaison minimale. Elle va être encore plus basse, 5 degrés plus bas. Donc, c'est pas où on doit difficilement la voir derrière les immeubles.
Il faut avoir une vue dégagée sur le sud pour la voir. Bon, alors voilà, donc cette lune qui descend et qui se lève, qu'est-ce que ça me fait maintenant? Ah, c'est parce que ça m'a enregistré le précédent. Voilà, le précédent enregistrement. Et donc, on va la voir conjointe aux étoiles Spica, donc alpha de la Vierge. Elle est dans la constellation de la Vierge même au moment de l'éclipse. Elle est conjointe à l'étoile Spica le 26 à 22h24. Donc, c'est à voir, eh bien, quand la Lune est dans le ciel. On va la voir. Elle se lève à 20h37, la Lune chez moi, et Spica à 20h41. Donc voilà, à partir de 21h, le mardi 26, on peut voir la Lune conjointe à Spica. Ensuite, elle entre dans le signe du Scorpion, le 27 à 10h02. Elle sort des limites zodiacales le 29, vendredi à 18h36. Elle entre dans le signe du Sagittaire le 29, toujours vendredi à 20h10. Et le samedi 30 mars, à 16h05, elle est conjointe à Antares, l'étoile alpha du Scorpion. Et alors, elle la colle, hein. Elle est à 15 minutes seulement au nord de l'étoile. Donc, l'étoile 15 minutes au sud, donc un quart de degré, quoi, hein. Donc, il y a même une occultation, je crois, d'Antares par la Lune pour certaines régions. Alors, il faut attendre 0h44 pour voir Antares se lever. Et, oh, j'ai fait une heure, là. C'est la même heure à peu près, 0h44, 1h14. Et la Lune, non, qui se lève à 1h14. Et on est passé encore en heure d'hiver. Mais quand elle culmine, puisque c'est la nuit, la fameuse nuit du 30 au 31, on est passé à l'heure d'été. Voilà, donc je donne l'heure d'hiver pour son lever, puisqu'on est encore en l'heure d'hiver, et l'heure d'été pour sa culmination, parce qu'entre-temps, on est passé en heure d'été. Donc, si on restait en heure d'hiver, l'étoile se lèverait à 4h46 et la Lune se culminerait à 4h46 et la Lune à 4h, à 3h46 et 4h47. Mais nous avons mangé une heure. Donc, voilà, il sera 4h46 pour le lever d'Antares chez moi. Enfin, donc, évidemment, chacun adapte selon sa localisation. Seulement, le décalage entre les deux est à peu près le même, hein, entre le lever de l'étoile que j'ai mis en vert et le lever de la Lune, pardon, culmination que je mets en gris. Voilà, donc ensuite, la Lune entre dans le signe du Capricorne le lundi 1er avril à 6h05, atteint sa déclinaison minimale à 10h52, et le dernier quartier a lieu le mardi 2 avril à 5h14. La Lune est alors dans le 13e degré du signe du Capricorne, le Soleil dans celui du Bélier. La Lune est devant la constellation du Sagittaire, le Soleil est devant la constellation des Poissons. Et donc, juste après, la Lune atteint sa latitude minimale également. Donc, à partir de là, elle va remonter en latitude également. Et voilà, à partir de là, elle va remonter. Ça remonte. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Qu'est-ce qui se passe d'autre d'important au niveau des planètes? Neptune qui finit sa boucle de rétrogradation, donc elle sera la prochaine rétrogradation, elle va avancer sur des terrains inconnus, enfin depuis la dernière fois, c'est-à-dire 164 ans, un tour de Neptune du Soleil. La prochaine rétrogradation aura lieu du 2 juillet au 7 décembre, donc la précédente avait eu lieu du 30 juin au 5 décembre, un truc comme ça, elle gagne 2 jours en fait par an, Neptune qui est très lente, et elle va rétrograder du 30e degré au 28e des Poissons. Donc là, à partir de là, elle avance, en ce moment elle avance, elle va atteindre le 30e degré du signe des Poissons, elle n'entrera pas dans le signe du Bélier encore, ce sera l'année prochaine, et elle va revenir jusqu'au 28e degré des Poissons. Et elle est aussi devant la constellation des Poissons. Ensuite, ce qu'il va y avoir en fin de semaine, c'est Mercure qui va devenir rétrograde, elle. Donc, Mercure entame sa rétrogradation, je descends jusqu'au bas, le mardi 2 à 0h14, ou c'est le lundi 1er avril en temps universel, hein, 22h14, donc, puisque nous sommes à l'heure d'été.
ce moment-là. Elle va donc être rétrograde jusqu'au 25 avril. Elle revient du 27e degré du signe du Bélier jusqu'au 16e. Donc elle reste dans le signe du Bélier et devant la constellation des Poissons. Et de toute façon, à partir de là, on va plus la voir dans le ciel, mais on va regarder parce que cette semaine, on peut encore la voir. Le mieux, c'était quand même la semaine qui vient de s'écouler. Et en même temps qu'elle entame sa rétrogradation, sa déclinaison maximale et à sa latitude maximale, en héliocentrique, c'est le 27 mars, donc du point de vue du Soleil, 7 degrés au-dessus du plan de l'écliptique, elle atteint. Et en géocentrique, c'est le 2 avril. Et vue de la Terre, toujours le même plan de l'écliptique, mais c'est-à-dire Terre-Soleil, mais vue de la Terre, elle est à 3 degrés 17 minutes au-dessus du plan de l'écliptique. Donc Mercure est dans ses hauts. Et puis, événement quand même qui ne se reproduira pas hein, avant la Saint-Glinglin, 249 ans. Eh bien, c'est Pluton qui, en héliocentrique, fait son entrée dans le signe du Verseau en coordonnées apparentes de la date, parce que comme je vous le dis toujours à propos de Pluton, selon, pour les autres planètes aussi, mais là avec Pluton, c'est encore plus marqué, selon le système de coordonnées que l'on emploie, on n'a pas les mêmes dates pour son entrée dans les signes, vu qu'elle fait quelques secondes, elle progresse que de quelques secondes par jour. Ça a vite fait de décaler de quelques secondes d'arc. Hein. Donc, dans 1 degré sur le ciel, alors je vais reprendre, tiens, 1 degré sur le ciel, c'est la mesure de votre index bras tendu quand vous regardez le ciel. Voilà. Si vous tendez l'index, le bras et vous regardez votre index, eh bien, vous avez la mesure de 1 degré, puisque le tour du ciel, il fait 360, hein, enfin 180 pour la partie visible, plus 180 pour la partie invisible. Donc, dans ce degré, il y a 60 minutes, et dans chaque minute, il y a 60 secondes. Donc, voilà, dites-vous bien que voilà, le tracé de Pluton, c'est quelques secondes d'arc par jour, et donc c'est pas grand-chose. Voilà, donc en géocentrique, elle est déjà dans le signe du Verseau, mais elle va rétrograder et revenir dans le signe du Capricorne, tandis qu'en héliocentrique, il n'y a pas de rétrogradation, les planètes suivent les planètes et les petites planètes, enfin planètes naines, hein, la qualification de Pluton maintenant c'est planète naine, mais peu importe, elles suivent toujours le même, elles vont toujours dans le même sens. Voilà, et elles tournent toutes dans le même sens autour du Soleil. Bon, ben, on va regarder un petit peu euh, Stellarium, comment ça se passe pour de vrai. Il y a encore à signaler Vénus, voilà, Vénus qui entre dans le signe des Poissons en héliocentrique et qui arrive devant la constellation des Poissons en géocentrique. Elle va y rester jusqu'au 30 avril et elle fera un petit passage devant la constellation de la Baleine du 10 au 13 avril. Voilà. Alors, à part ça, oui, il faut signaler aussi la comète 12P Pansbrook qui est de plus en plus visible, limite visible à l'œil nu. Bon, faut la voir très tôt en début de nuit, donc puisqu'elle est devant le triangle puis Andromède qui se couche de bonne heure. Donc aux alentours de 19h30 heure d'hiver, 20h30 heure d'été. Il y a de magnifiques photos, je vais en partager une tout à l'heure. Bon, les satellites de Jupiter, de moins en moins de phénomènes observables parce que Jupiter se couche de plus en plus tôt. Et rien de spécial de plus. Nous allons voir un petit peu, voilà, les aspects de la Lune et compagnie. Alors, fonçons maintenant sur Stellarium. Donc, nous voici le 25 mars au soir, enfin en fin d'après-midi. C'est à peu près l'heure qu'il est, hein. Oh, pile, hein. Et j'ai pas fait exprès. Hein, parce que je crois que j'ai bien arrêté l'avancée automatique du temps, semble-t-il. Ouais. Oui, je l'avais arrêté, c'est ça. Et donc, le soleil va se coucher à 19h10. Il se couche de plus en plus tard. Et vous allez voir, il va se coucher maintenant à droite de l'ouest, c'est-à-dire un peu plus vers le nord. C'est encore un petit peu. Voilà, parce que là, on ne voit pas complètement son coucher. Alors, je vais peut-être nous mettre un horizon océan afin de bien voir l'horizon. Ça va être utile aussi pour bien voir
Mercure. Alors, Stellarium ne réagit pas toujours très vite. L'ordi est un peu sollicité. J'ai peut-être beaucoup de choses ouvertes aussi. Hop, là, on ferme ça. Ça me surcharge. Bon, alors, je peux passer. Ah, merci. Paysage, océan. Et voilà notre soleil, donc un horizon nickel. Notre soleil se couche un peu à droite de l'ouest, puisque nous avons passé l'équinoxe. Le jour de l'équinoxe, il se couche pile à l'ouest. Et ensuite, chaque jour, il se couche un petit peu plus près du nord, jusqu'au jour du solstice d'été, donc 21 juin à peu près, où il se couche pour la latitude 45 nord, au nord-ouest. Si on est plus au nord, il se couchera encore plus loin que le nord-ouest. Si on est plus au sud que 45 nord, eh bien, il se couchera un petit peu moins au nord-ouest. Voilà. Et nous allons maintenant voir ce qui se passe en début de nuit, parce que franchement, ça passe vite le temps. Et nous avons donc la planète Mercure. Vous voyez, là, c'est le 25. Donc, le plus tôt dans la semaine, vous avez l'occasion de chercher Mercure. Le plus facile, ce sera Mercure, qui est donc devant la constellation des Poissons. Et en plus, son éclat diminue et sa présence diminue un petit peu. Mais là, cette semaine, en début de période, elle se couche 1 heure et demie un peu après le soleil, à peu près, ce qui laisse du temps. Voilà, donc elle va se coucher vers 20h52. Hein. Et puis au-dessus, hein, légèrement à gauche, du côté de l'ouest, on va voir bien entendu Jupiter qui brille fort, mais de plus en plus bas, et qui va rester aussi de moins en moins longtemps. Et on peut encore s'amuser à chercher Uranus, voilà, en zoomant. Alors le 25, la Lune, on va la chercher, on va voir à quelle heure elle se lève. Là, je remonte Uranus par rapport aux Pléiades. Ça va être facile de voir aux étoiles de la constellation du Bélier, ici, Aldébaran, et bien sûr Jupiter. Donc Uranus est rétrograde et Jupiter avance. Non, qu'est-ce que je dis? Non, non, les deux, elles avancent, mais Jupiter avance plus vite qu'Uranus et elles se rapprochent et leur conjonction va avoir lieu le 21 avril. Alors, allons voir maintenant la Lune. La Lune, en ce 25 mars, se lève donc en début de nuit à 19h33, peu de temps, 20 minutes après le coucher du Soleil, puisque c'est au matin du 25 mars qu'a lieu la pleine Lune. Alors, on va prendre quelques heures, parce que, Le soleil, voilà, le Soleil le soleil est levé. Non, là, il est couché, parce que là, c'est le soir, hein, c'est le 25 à Au 20h. moment, ouais. Et le Soleil est couché depuis 20 minutes seulement, puisque en fait la pleine lune a lieu à 8 heures du matin, puis que ça dépend où c'est qu'elle est par rapport à l'écliptique. Elle est à peu près pile dessus, elle est à son nœud, puisque c'est éclipse. Voilà, quand la lune est dans le plan de l'écliptique, c'est qu'elle est à son nœud. Là, en l'occurrence, descendant, elle descend latitude, donc elle va passer en dessous. Alors, le lendemain, on va prendre quelques heures. Le lendemain, la lune, qui est donc gibbeuse décroissante, se lève à 20h37, donc là, plus d'1 heure et quart après le coucher du soleil. Alors, je grossis un peu la lune. Et vous voyez, elle est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge. Elle est vraiment tout près. Et elle est déjà un petit peu grignotée par ce côté. Donc, on assiste cette semaine au coucher du soleil sur la lune. Je vais laisser l'écliptique, comme ça on la voit descendre en latitude, c'est sympathique. Le lendemain, 27, 28, 27. Le 27, elle se lève à 21h43. Vous voyez, elle dégage vite. Que de jour en jour, elle se lève vraiment plus d'1 heure plus tard que la veille. Le 28, elle se lève à 22h51. Elle est devant la constellation de la Balance. Moi, je suis à 23h. Je passe au 29, 0 heure.
Et au 30 à 0 heure, le 30, elle se lève à 0 heure, 01. Et puis attention, c'est le grand saut, le lendemain, on passe à l'heure d'été, la nuit du 30 au 31. Donc là, on va voir la Lune se lever à 2h10 à notre montre et elle est près d'Antares du Scorpion. Donc on va voir ça en fin de nuit. On va carrément voilà, prendre quelques heures dans la nuit, 5 heures du mat, 6 heures, puisqu'il fera encore nuit. Voilà, aux alentours de 6 heures, le 31, le jour de Pâques, donc 31 mars, dimanche de Pâques, la Lune qui est en gros quartier encore, est conjointe à l'étoile Antares du Scorpion. Et on va jusque, alors le 1er avril, elle arrive devant le Sagittaire, non, je voulais voir la Lune, et le 2 avril, pour le dernier quartier, elle se lève à 4h11, donc heure d'été, et toujours devant le Sagittaire, sous l'étoile Nunki. Nunki du Sagittaire, qui est une des plus brillantes et remarquables de cette belle figure de la théière. Et donc, il y a la Voie lactée qui traverse le Sagittaire. Donc, en fin de nuit, ça y est, on a notre ciel d'été. Voilà pour la Lune. J'ai parlé des planètes du soir. Ben, il nous reste à voir les planètes du matin. Partager quelques images peut-être. Alors, les planètes du matin, ben, c'est encore difficile le matin pour voir Mars. Alors, j'avance. Voilà, Mars qui est dans la constellation du Verseau et qui se lève à 6h23, heure d'été. Donc là, je suis sur le 2 avril, hein. Elle n'est pas loin de Saturne. Alors, on peut commencer à chercher Mars. Elle n'est pas très, très brillante, hein. Magnitude 1,3, mais un petit peu. Alors, je vais prendre quelques minutes. À sa gauche, il y a Saturne, mais il faudra attendre la fin avril pour voir Saturne convenablement. Vous voyez, elle se lève à 6h38. Quant à Vénus, elle a beau être très brillante. Là, maintenant, accrochez-vous, les amis. Là, voilà, elle se lève, il fait presque jour, n'est-ce pas? 7h04, donc ça va vraiment être difficile et Vénus va s'absenter du ciel jusqu'à l'été prochain. On ne la verra plus, sauf on aura peut-être quelques photos exceptionnelles par quelques photographes exceptionnels qui seront capables de la photographier tout près, tout près, tout près du Soleil. Alors, je vois qu'il ne me reste pas beaucoup, 2 minutes, donc voyez le ciel du matin. Je partage avec vous les quelques images et news que j'ai recueillies. Oh non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Ben, je suis obligé d'y passer quand même. Voilà. Ah oui, quelles trop belles images que vous allez donc trouver dans l'article. Photographe a réussi. Alors, il y en a qui disent que ça peut être un montage Photoshop, mais le photographe, il a attendu, il en a raté pas mal. C'est à Rio de Janeiro et au Brésil, et donc il a réussi à photographier la pleine lune juste dans l'axe du Grand Christ qui est sur le rocher. Et voilà, ça fait une photo époustouflante, n'est-ce pas? Ça, c'est encore une autre photo époustouflante. Donc, c'est pris de la Terre. Nous avons l'ISS et le cratère lunaire Tycho, celui qui fait des grands éjectats là, quand on regarde la Lune, à peu près vers le milieu, le bas, hein, sud. On voit ce cratère qui rayonne de partout. Et le photographe, dont je mets le nom, je ne me souviens plus là, dans l'article, a réussi cet exploit de photographier l'ISS, hein. Alors, si c'est pas un ovni, hein, parce que j'ai vu des gens qui confondaient, qui avaient pris ça peut-être pour un ovni. Non, ça, c'est l'ISS, cette forme typique. Ensuite, nous avons le Soleil qui a été super actif, hein. Et donc là, c'était le 23. Il y a eu le 23 mars, une énorme éjection de masse coronale qui a eu pris source dans deux taches couplées, là, qu'on voit à l'œuvre en action par un télescope solaire australien. Et on voit la même éjection de masse coronale dans le champ du coronographe Lascaux C3. Donc, c'était le 23 mars entre 1h et 6h du matin. La comète 12P Ponsbrook, qui est magnifiquement imagée, et le photographe s'est concentré sur son noyau spiralé. Voilà, c'est assez impressionnant. Je grossis, en fait, je peux. Et puis, pour finir, le télescope spatial Euclide, qui donc a été envoyé en 2023 pour
explorer, sonder la matière noire. Et alors, il n'y voyait rien, le pauvre. Pourquoi il n'y voyait rien? Parce qu'il y avait du givre sur ces miroirs et les ingénieurs ont réussi Ah, à faire, à réchauffer un petit peu pour que le givre se parte. Voilà. Encore une image. Ah ben, magnifique. Amas globulaire dans le nuage, dans le grand nuage de Magellan, NGC 1651, photographié par Hubble. Et j'explique, l'article explique pourquoi le champ de Hubble est toujours fixe. Alors, je vois que nous allons nous quitter. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 1er avril, pour la suite, la semaine suivante de l'almanach des faits célestes, le bulletin astronomique. Merci de mettre un pouce, de vous abonner, si ce n'est déjà fait, et merci de vos commentaires et de votre petit soutien si vous pouvez. Merci beaucoup, les amis. Merci à toi, Christophe. On se quitte sur cette magnifique image, de cet amas globulaire, là, ces bijoux célestes pleins d'étoiles rayonnantes, qu'on peut en voir des plus proches, hein, dans notre galaxie avec nos petits instruments. Et pour voir dans les nuages de Magellan, qui est une autre petite galaxie proche, il faut avoir l'œil de Hubble, évidemment.